Et on démarre avec les bails du jour, l'actu chaude sortie du four par la présidente de la Fédération du pot de pêche, Laurence Méride. Bon, on a évité le sujet toute la semaine, je vais pas vous mentir, on a fait des efforts, mais on ne peut plus lutter, on a été rattrapé par cet homme qu'on appelle Elon Musk, la personne la plus riche du monde. Et voilà, Elon Musk, le gros zinzin, continue de sortir dinguerie sur dinguerie. Point Twitter, la dernière en date est folle, mais c'est juste vraiment un truc de gros gamin. Le nouveau patron de Twitter a posé un ultimatum à ses salariés. On dit ça plutôt, ultimatum. Ils ont jusqu'à 17h, Guiran, heure de New York, 23h chez nous donc, pour décider s'ils continuent ou non de travailler au sein du réseau social. La condition sine qua non pour rester, c'est de travailler dur. Voilà ce que le boss de Tesla leur a écrit. Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond, à l'extrême. Cela signifie travailler de longues heures, à haute intensité. Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante. Pour répondre à Elon Musk, chacun des employés est invité à cliquer sur la case oui avant 17h, faute de quoi ils seront licenciés. Mais du coup, parce que 17h c'est chiant, parce que par exemple, si t'as envie de prendre une petite collation, un petit thé, un petit donut, voilà, tu rates, tu te fais virer parce que t'as voulu prendre un goûter. Dur, surtout que selon la convention prévue par Elon Musk, les salariés qui vont quitter Twitter vont toucher une indemnité de 3 mois de salaire. En fonction de ce que tu touches, ça peut être très peu. La stratégie de l'homme le plus riche de la planète, elle est puérile, comme tu disais, Guiran. Mais si on isole la phrase « seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante », elle est aussi stakhanoviste. Le stakhanovisme, c'est une campagne de propagande des années 30-40 sous l'URSS. Le régime de Staline faisait l'apologie d'un travailleur très productif et dévoué à son travail, qui en fait n'a jamais vraiment existé, pour forcer la population à travailler. Et puis après, c'est un habitué des petits coups de pute, le Elon, dans son style habituel, celui qui se présente comme le défenseur ultime de la liberté d'expression. Et ces derniers jours, il a alterné les messages en menaces, des prophéties, des décisions très abruptes ou même des salvanes pleines de sarcasme. À son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk il a congédié la plupart des hauts responsables du groupe et d'autres ont démissionné. Donc déjà, il est seul aux commandes. L'homme le plus riche de la planète, il a fait venir des ingénieurs de sa firme Tesla pour l'aider à évaluer les employés de Twitter. Dans la foulée, et à peine une semaine après le rachat, environ la moitié des 7500 salariés de la plateforme ont été virés. Il a continué à dépouiller les forces vives de Twitter un peu plus. Depuis lundi, plusieurs ingénieurs se sont fait virer parce qu'ils ont posé des questions ou émis des critiques sur le nouveau patron sur Twitter ou bien dans la messagerie professionnelle interne à l'entreprise. Ouais, et comme à son habitude, c'est dans un tweet qu'Elon Musk leur a fait passer un message plein d'ironie à ses Je voudrais ingénieurs. présenter mes excuses pour avoir viré ces génies. Leur immense talent sera sans aucun doute très utile ailleurs. Son attitude, elle est néfaste pour la santé financière du réseau social, ça c'est clair et net parce que Twitter vient d'être classé investissement très risqué par GroupM, la plus grande agence de publicité au monde. Un tas de gros annonceurs se sont déjà retirés de la plateforme. La marque Balenciaga, elle a carrément supprimé son compte Twitter. Et selon Elon Musk, en fait, le risque de faillite est réel dans les prochains mois si Twitter ne commence pas rapidement à faire des bénéfices. Ouais, il espère que la restructuration fondamentale de l'organisation, comme il le dit de Twitter, sera terminée cette semaine. Si l'on en croit ses nombreuses déclarations, une fois que tout sera sur de bons rails, Elon Musk va céder sa place à quelqu'un d'autre à la tête de Twitter. Il en restera tout de même le principal actionnaire. Bon, alors tout ce qu'il fait, je sais pas si ça va rapporter, mais on en parle de Twitter. Et là, Laurence, on reste dans la catégorie gros zinzinos, puisqu'il y a un type qui a créé un site complètement inutile. Tu n'en peux plus de tes selfies dans la salle de bain? Ah non. Photo AI est fait pour toi, Guiran. Ça fait Le plaisir. site propose de créer vos photos de profil grâce à une intelligence artificielle. Moyennant une vingtaine d'euros et une photo de toi, l'intelligence artificielle elle va fabriquer des photos adaptées à chacun de tes réseaux sociaux. Sur les photos du Tinder Pack, par exemple, D'accord. les modèles portent des lunettes de soleil aviateur, légèrement démodées. Et sur les photos corporate, on voit que les vestes de costume, elles ont des problèmes de finition au niveau des boutons. Bel investissement, 20 balles pour ça. En plus, j'ai vu ce que tu m'as montré, les visages, ça se voit grave, c'est complètement fake. Et franchement, c'est de l'intelligence artificielle, quoi. Donc on voit que c'est pas la vraie tête de la personne. En tout cas, les photos téléchargées par les clients, elles sont supprimées au bout de 7 jours. Mais le site d'information Numérama pointe quand même un gros bémol. Au-delà de la dépense superflue, on est d'accord, il peut y avoir des questions sur la sécurité des photos fournies. Tout à l'heure, Guiran,
Non, maintenant. Oui, maintenant, tout de suite, on est là. Maintenant, On est maintenant pourquoi à l'état tout à l'heure. Non, parlons On parle maintenant. maintenant des cryptos, parce Oui. que la crise dont tu nous as parlé la dernière fois, elle est plus grave que ce qu'on croit. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Tu l'as rappelé lundi, on a parlé de la crise historique qui arrive là dans les crypto-monnaies avec la fermeture de FTX, la deuxième plateforme d'échange de crypto au monde, parce que le patron, il a dit tiens, je vais jouer l'argent sur la plateforme, il a tout perdu et il a vendu une espèce de monnaie qui avait pas de valeur. Ça s'est passé le week-end dernier et lundi on parlait de 10 milliards de dollars partis en fumée, mais il semblerait que ce soit pire que ça. Alors là, on est en train plutôt de parler de 50 milliards. Ah oui, ok. Depuis 3 jours, il y a des infos qui tombent et des éléments qui prouvent qu'en fait, FTX, il y avait moyen de se rendre compte avant que c'était une entreprise totalement pas sérieuse. Et le jeune patron de la plateforme aurait notamment eu des comportements et des déclarations douteuses depuis longtemps. Le jeune Sam Bankman-Fried, moins de 30 ans, l'homme derrière le crash, a tweeté récemment comme ça, mais de manière très détendue. Pardon, on va faire des petits mouvements là dans les comptes, vous inquiétez pas, rien de grave. Imagine, genre le patron de la BNP, là il vient et on discute avec lui, à la fin il dit on va faire des petits virements sur vos comptes, vous inquiétez pas, si vous voyez votre compte vide, vous inquiétez pas, c'est un délire. Voilà, c'est ahurissant. Et puis dans plusieurs interviews déjà, il disait, mais vraiment là encore très très calme, que son business c'était une pyramide de Ponzi. Au calme. À ce moment-là, pas grand monde avait réagi. Certains l'ont fait, mais personne ne les a écoutés. Sam Bankman-Fried, tout le monde disait non mais vous comprenez pas, c'est un génie. Alors que FTX avait un fonctionnement totalement anormal pour une boîte de cette taille qui gérait des sommes aussi grosses. Mais c'est ça le plus incroyable. FTX était géré depuis une maison aux Bahamas. Tous les dirigeants autour de Sam avaient moins de 30 ans. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Ils vivaient tous dans une relation polyamoureuse. En gros, ça baisouillait, c'est-à-dire qu'ils couchaient tous ensemble et ils prenaient des drogues de synthèse. Comment est-ce que je suis au courant de ça? Parce que vous allez me dire comment tu C'est sais. ça la question. Et bien parce qu'il le tweetait, il le disait. Voilà, belle partouze, on a pris des petites enfêtes, c'était sympa, 14h un lundi, vas-y. Il n'y avait pas de comité de direction, personne n'était qualifié pour son taf. La numéro 2 n'avait jamais fait d'économie, par exemple. Elle disait elle-même, les maths, c'est pas mon truc, j'aime pas. Et pourtant, il gérait des milliards en crypto-monnaie pour des entreprises gigantesques. FTX aurait mystifié tout le monde. Mais c'est ça le pire en fait, parce que personne n'a vérifié. Exemple, Sequoia Capital, c'est un des plus gros fonds d'investissement au monde. Et, ils ont pris un rendez-vous en visio avec le patron d'FTX pour discuter d'un investissement dans la boîte de 210 millions. Pendant la réunion, Sam Bankman, le patron, qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait pas, il streamait League of Legends. Voilà. Et les mecs de Sequoia Capital, ils ont dit banco. Allez, il est marrant, il est punk. Allez, on s'en fout. Mais personne n'a demandé. Mais par contre, tu joues à League of Legends, mais qui fait quoi dans ton entreprise? Est-ce que t'aurais pas un ou deux paplards avec de la compta? 210 millions, tu vas lui donner. Tu poses une ou deux questions. Et pour toi, ça montre le vrai problème des crypto-monnaies. Alors évidemment, je veux pas chier gratos sur toutes les cryptos, il y a des technologies fascinantes, mes couilles. Mais dans le délire du trading, on se rend compte d'une chose, c'est que pour l'instant, en réalité, il n'y a pas grand monde qui comprend exactement ce qui se passe. Tout fonctionne sur l'illusion et la peur de rater et de passer pour un ringard si on n'investit pas tout de suite. Et voilà comment un groupe de gamins a pu brasser des dizaines de milliards, sponsoriser des équipes NBA, de Formule 1 et tout perdre parce que c'était basé sur quoi? Rien. Réseau. Avec Laurent Séguira. Et il est l'heure de la grande enquête de Laurence. Et oui, c'est l'heure. Google et Microsoft, ça dégage! Le gouvernement français ne veut plus des GAFAM dans les écoles françaises. Exactement. Mardi, le ministère de l'Éducation nationale a demandé d'arrêter d'utiliser les outils des deux géants américains dans les classes. Pourquoi le gouvernement ressent le besoin de prendre cette décision maintenant? À cause de la pandémie. Les grands groupes de la tech des États-Unis se sont immiscés dans l'école de la République jusqu'à devenir omniprésents. Google et Microsoft en tête. Quand le Covid est arrivé, en fait, rien n'était prêt pour donner des cours à distance. Alors les profs, ils se sont débrouillés tout seuls. Une enseignante d'histoire géo d'un collège de Saint-Germain-en-Laye raconte au journal Le Monde, en l'absence de consignes claires sur le numérique de la part de sa hiérarchie et face aux outils de travail inadaptés proposés par son académie, elle reconnaît s'être tournée vers des services privés américains comme Zoom et Google Drive. On peut pas vraiment lui en vouloir en fait, elle n'avait pas vraiment le choix. Et puis il y avait plein de bugs sur l'enseignement à distance et ça n'a pas du tout rassuré les profs. Ouais, en avril 2021, troisième confinement, 12 millions et demi d'élèves replongent dans les cours à la maison derrière leurs écrans. Et là, le serveur du Centre national d'éducation à distance, le CNED, s'effondre.
il tombe en panne, connexion interrompue, environnement numérique de travail bloqué, visio inaccessible. Les systèmes n'ont pas supporté l'afflux de connexions simultanées d'élèves et d'enseignants. Profs, parents d'élèves, élèves sont en colère, logiquement. De l'autre côté, ministère de l'Éducation, collectivités et prestataires privés se renvoient la balle. En même temps, quand tu vois technologiquement ce que c'était l'application Tous Anti-Covid, est-ce qu'on a vraiment envie que le gouvernement fasse de l'informatique? Mais bon, pour ne plus subir ce traumatisme, le gouvernement, attention les ballons, ils ont fait un truc de ouf, ils ont nommé quelqu'un. Audran Le Baron, un ancien du ministère de l'économie, il a été propulsé à la tête de la direction du numérique pour l'éducation. Sa mission à Audran, c'est de faire en sorte que des bugs comme celui-là ne se reproduisent plus. Bon chance. Un chantier de construction et de rénovation de l'offre numérique dans les écoles vient d'être entamé avec une nouvelle plateforme. Alors là, je peux te dire que ça fait rêver, ça s'appelle app avec un s.education.fr. Elle a été mise en ligne en version bêta un mois après le début du premier confinement, puis dans sa version définitive en mai dernier. Plusieurs services y sont proposés. Je sais que tu es impatient d'entendre ça. Gamal, je te sors la liste. C'est le plus beau moment de ma vie là. Peertube, une alternative libre à YouTube. Le service de partage de documents Nextcloud. Pourquoi tu ris? Mais parce que t'as ils une alternative à YouTube, ça s'appelle Peertube. Genre c'est pire que YouTube. Déjà, problème. C'est vrai. Déjà. C'est vrai qu'au niveau. On sait que le gouvernement est pas très fort en naming. Mais continue. On va pas les blâmer. Voilà. Il y a aussi Nextcloud. Là, ils ont fait un effort sur le nom. C'est pas mal, Nextcloud, comparable à Google Drive et OneDrive de Microsoft. Ou encore la solution de visioconférence classe virtuelle, l'équivalent de Zoom, par exemple. Voilà, bon, alors c'est joli. C'est logiciel libre et made in France. Grâce à ça, la direction du numérique pour l'éducation veut avancer et ils vont révéler leur stratégie bientôt, là, en début d'année. Parce qu'en fait, leur problème, c'est qu'ils veulent protéger les données personnelles des élèves. D'un côté, t'as Google qui dit au journal Le Monde. Si tant est que l'on puisse considérer que ce soit un problème, que le contrôle de maths de Kevin en CM2 ou la dictée de Talia en CP se retrouve entre les mains du gouvernement américain. Autrement dit, voilà, ils s'en fichent. Et de l'autre côté, t'as la France, en la personne d'Audran Le Baron, qui estime, je cite, qu'on ne plaisante pas avec les données personnelles des élèves considérées comme sensibles. En même temps, les GAFAM vont pas dire oui, c'est vrai qu'on les utilise de manière absolument dégueulasse, les données, oui. Mais si ces données privées des élèves sont menacées, c'est parce qu'en fait, en 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé l'accord Privacy Shield. Ouais, et c'est quoi cet accord? C'est un bouclier de protection des données qui encadrait jusque-là le transfert de données personnelles des citoyens européens vers les États-Unis. C'est en s'appuyant sur cette décision que la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en 2021, après les bugs du CNED, là en mai, a déconseillé aux écoles d'utiliser les logiciels américains pour l'éducation. Faut-il encore qu'il y ait des alternatives fiables qui leur soient proposées et que les gens surtout aient envie de les utiliser? Là est tout le problème, moi je n'attends que ça, faites-moi un truc bien qui prend pas mes données, mais là ça va être chaud parce qu'en fait, si c'est un peu moins bien, on est trop habitué à utiliser les Google Drive, Zoom, Teams et compagnie. Tout le monde les utilise. C'est super intuitif, c'est super simple à utiliser. Si on fait pas un truc au moins équivalent, c'est très compliqué de laisser tomber ça. Ouais, et en plus, selon le référent pour les usages du numérique, on n'est pas sur le même sujet là, dans l'Académie de Dijon, lui, il pense en fait que entre les décisions prises par le ministère et le moment où elles seront vraiment mises en œuvre, pour voir un changement, il faudra attendre une génération carrément. Réseau. C'est beau dès que le gouvernement veut faire de l'informatique, ça me fait rêver. On va passer à un autre truc superbe. Et peut-être que vous avez vu passer ça sur les réseaux. Vous savez que là, bientôt, va démarrer la Coupe du Monde au Qatar. Et que vraiment, ça sent bon. On sent le succès déjà. Ça va être bien. Et là, ce qui se passe, c'est que la FIFA, c'était, je pense, dimanche, a tweeté « Oh là là, c'est formidable. Regardez comme c'est bien. Il y a déjà un engouement populaire. Il y a déjà 15 000 supporters de plein d'équipes du monde qui ont décidé de montrer leur joie sur le territoire qatari. » Et là, les gens ont regardé les photos et ils ont dit, alors oui, c'est vrai, il y a des Brésiliens, des Argentins, des Français. Enfin, c'est des gens qui ont des maillots. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils sont tous indiens avec une moustache? Ils ont commencé à dire, attendez, parce que là, concrètement, le Qatar a payé des gens pour faire semblant d'être supporters. Évidemment, le Qatar a dit, quoi? Nous, on a payé des gens. Déjà, ils payent pas les gens. Donc, de toute façon, ça serait bizarre. Mais, en vrai de vrai,
faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord, c'est pas forcément que des faux supporters, des fans de Messi, de Neymar, de Kylian Mbappé, il y en a partout dans le monde. Bien sûr. Mais le fait que là, il y ait uniquement 15 000, tous indiens, qui sont en petits paquets à exactement le même nombre de gens, avec le même maillot, qui ont décidé de se retrouver le même jour, une semaine avant la Coupe du Monde, au Qatar, au même endroit, à la même heure, me dites pas qu'il y a personne qui a organisé ça. Ouais. Allez, allez, Nous prenez s'il pas vous pour plaît. des cons. Ouais, mais alors, je pense que nous prendre pour des cons, ça va être le thème de cette Coupe du Monde. Réseau. Toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.